Alors donc Delphine Prieur, incubateur de Franche-Comté, il y en a peut-être qui me connaissent. Donc le métier de l'incubateur, c'est d'accompagner des personnes physiques qui veulent créer des entreprises sur le territoire de Franche-Comté. Et donc nous sommes une association et on accompagne les gens de 20 à 65 ans et plus. Et donc tous ceux qui ont envie d'entreprendre peuvent venir nous voir. Si vous n'êtes pas dans le domaine de l'innovation, on vous orientera vers d'autres personnes qui pourront vous aider. N'attendez pas d'avoir 70 ans pour penser à entreprendre. Aujourd'hui, le monde du travail est en pleine évolution et donc il faut imaginer le métier de chef d'entreprise comme une voie professionnelle en tant que telle. Alors, ceci étant dit, je suis juriste, je suis spécialiste en propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies. Et donc aujourd'hui, je vais faire de la voyance, puisque je vais vous parler d'un thème qui n'existe pas en droit aujourd'hui en tant que tel, puisqu'il n'y a pas de droit de la robotique. Donc, ça peut paraître un sujet complètement annexe au sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisque vous êtes essentiellement tourné vers la sécurité. Ah, il marche pas. Ouais, je pense aussi. Allô ? Bon, après, j'ai la voix qui porte, mais bon, je ne sais pas s'il y en a qui ne m'entendent pas. Donc, je perds le fil. Donc, aujourd'hui, donc, la sécurité informatique, c'est notre sujet du jour. Mais croyez-vous que cette problématique ne se pose pas dans le monde des robots ? Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors, rapidement, évidemment. Alors, un premier plan pour que vous en preniez la mesure. La robotique industrielle aujourd'hui, ça c'est pour le marché français uniquement, plus 36% en 2013-2014. Et vous voyez que ça représente des milliards. Des milliards aujourd'hui. Dans tous les secteurs d'activité, par exemple, au niveau de la robotique industrielle. Alors, la problématique, c'est de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est qu'un robot aujourd'hui ? Donc, vous voyez, la Commission européenne a estimé que la robotique de service, ça serait 100 milliards d'euros en 2020. Et alors, je ne parle pas des objets connectés, bien sûr, qui sont finalement liés. Alors, si on prend la définition la plus basique possible de l'analyse et traitement informatique de la langue française, donc ça, c'est un organisme qui essaie de qualifier notamment des mots qui viennent de l'étranger. Donc, leur définition, vous pouvez la lire. Donc, un appareil effectuant, grâce à un système de commande automatique à base de microprocesseurs, une tâche précise pour laquelle il a été conçu dans le domaine industriel, scientifique et domestique. Alors oui, on peut se dire que ça concerne tout, mais finalement, est-ce que ça couvre tout ? Et si on regarde une autre définition, celle de la norme ISO 8373, vous avez donc cette définition, un mécanisme déjà, moi en tant que juriste, un mécanisme, ça ne me parle pas beaucoup. Un mécanisme programmable actionné sur au moins 2 axes, avec un degré d'autonomie, se déplaçant dans son environnement pour exécuter des tâches prévues. On sent que c'est quand même très très limité, cette question de la définition du robot. Et pourtant aujourd'hui, regardez, les robots, ils sont là, voilà, ça, c'est ce que vous verrez demain, des robots qui vont ressembler à l'homme ou ne pas lui ressembler. Vous allez avoir les fameux bots, on en a parlé tout à l'heure. Les bots, ce ne sont rien d'autre que des robots. Et puis, qu'est-ce qu'on a là ? De l'intelligence artificielle, qui est l'enjeu de demain et qui est l'enjeu aussi de tous ces fameux robots. Alors, je voulais vous passer cette petite vidéo là, donc j'espère que ça va marcher. Ça dure 1 minute, hein. C'est très court. Évidemment, ça ne marche pas, c'est normal. Alors. Bon, c'est pas grave, on fera ça dans la vidéo. Je remettrai un lien qui fonctionne dans la version que vous pourrez avoir. Donc dans cette vidéo, finalement, on voit le rapporteur de la Commission européenne qui vient de produire un rapport sur le droit des robots et qui explique la position aujourd'hui que va défendre la Commission européenne sur les robots. Et donc je vais vous en reparler dans quelques minutes. Alors, les robots, ça pose des problèmes. Les problèmes des robots, c'est que finalement, ils vont avoir de plus en plus d'autonomie et de plus en plus de liberté. La problématique des robots, c'est qu'ils interagissent avec leur environnement. Donc l'environnement humain, on parle même déjà de robots qui vont devenir des compagnons.
Au Japon, vous avez des gens qui essaient de faire des mariages avec des robots. Vous pouvez regarder notamment un Français qui est pionnier dans le domaine de la robotique et qui a été racheté par un Japonais, Aldebaran Robotics. C'est une entreprise, une start-up. Voilà l'enjeu de demain. Donc, des robots qui vont promener votre chien, des robots qui vont s'occuper des plus anciens, qui vont être des aides. Et puis, vous avez des robots qui vont interagir avec des robots. Et donc là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'aller loin. Regardez Terminator. Hein, je veux dire, on repart aux bases, aux fondamentaux. Et finalement, on se dit qu'on n'en est pas si loin. Donc les robots sont intelligents aujourd'hui. Ils apprennent. Et alors, pire que tout, ils prennent des initiatives. Alors je dis pire que tout parce que pour un juriste, un robot qui prend des initiatives, vous voyez bien que ce qu'il est capable de faire, ça va nous poser des problématiques terribles. Et donc les robots, comme je vous le disais, sont présents dans tous les secteurs d'activité, la domotique, le secteur industriel, le médical, le militaire, le financier, les services, etc. Et c'est sans limite. Je veux dire, demain, aujourd'hui, c'est peut-être un robot qui vous parlera de lui-même, et pas moi. Et ça, c'est une réalité. Et donc, chaque secteur, chaque problème, chaque action d'un robot va comporter ses propres risques. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, il y a plusieurs textes qui sont applicables selon la nature juridique du problème. Si, par exemple, vous avez un drone qui pose un problème, on va aller regarder une réglementation sur les drones qui est liée à l'aviation civile, par exemple. Si vous avez un problème d'une machine, donc un robot industriel qui a explosé, qui a blessé une personne, bon, ben là, on va aller regarder du côté de la responsabilité civile, du côté des garanties, etc., etc., de la maintenance du contrat, le droit des contrats, évidemment. Et donc, on essaie tant bien que mal de faire un patchwork de droit pour essayer de couvrir tous les domaines de la robotique. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que le droit, c'est un outil. Le droit agit en réaction. Donc aujourd'hui, il essaie d'être en amont et de faire de la prospective, mais il faut bien des problèmes pour que le droit se les pose et pour que le droit y apporte une réponse. Alors, on revient toujours aux fondamentaux, 1942. Asimov, les lois d'Asimov, ce sont les lois de la robotique. Il y a eu une première version et il y a une seconde version. Et dans cette seconde version, Asimov nous a ajouté la loi 0. Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Et donc là, vous voyez, et alors ça peut vous sembler trivial de citer Asimov, mais même la Commission européenne, dans son rapport aujourd'hui, a mis les lois d'Asimov dans son préambule. Donc, certes, c'est de la science-fiction, mais cette science-fiction, aujourd'hui, elle a rejoint la réalité. Et donc, pourquoi ne pas s'inspirer de ce bon sens? Bon, je vous le passe, je ne vais pas tout les lire, tout vous dire, mais la problématique, c'est finalement une hiérarchie des priorités pour la responsabilité du robot. Évidemment que le robot ne doit pas porter atteinte à un être humain, etc., etc. Alors, la question demain, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, est-ce qu'on va créer ce qu'on appelle, nous les juristes, un droit sui generis? Sui generis, ça veut dire de son propre genre. Donc, le droit sui generis, ça veut dire un droit spécifique pour cette matière-là. Est-ce qu'il y a besoin d'un droit spécifique? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. Néanmoins, on s'y oriente. Faut-il donner une personnalité juridique au robot? Aujourd'hui, vous voyez, vous, moi, on a tous une personnalité qui est physique. D'accord ? Les sociétés, elles ont ce qu'on appelle une personnalité morale, c'est-à-dire qu'une société peut être responsable de quelque chose. Une société qui, par exemple, a la responsabilité de convoyer du pétrole, si le bateau s'écrase et vient faire une marée noire, elle peut en être responsable. Eh bien, on se pose la question aujourd'hui de se dire, est-ce qu'on va donner une personnalité propre, une personnalité juridique au robot ? Alors, pourquoi cette question de la personnalité juridique? Aujourd'hui, depuis le début du XXe siècle, la responsabilité, finalement, elle est très liée à la question de la propriété. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est de plein droit sur les choses dont on a la garde, sur celles que l'on contrôle. Autrement dit, vous êtes propriétaire d'un robot, il crée un préjudice, vous en êtes responsable. Mais finalement, un peu comme si votre chien mord votre voisin, c'est la même problématique. Mais demain, est-ce que ça sera vraiment adapté, puisque les robots seront intelligents?
puisque les robots créeront des problèmes, puisque les robots apprendront, quelle est la responsabilité du propriétaire? Ça, c'est une vraie question à laquelle on n'a pas la réponse. Et puis, quelle est votre responsabilité à vous? À vous, les informaticiens, à vous, les concepteurs, à vous, les programmeurs. Comment allons-nous régler les questions d'éthique sur le développement de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'aujourd'hui, on va essayer de faire, par exemple, des travaux qui vont permettre aux robots d'avoir des émotions? Et demain, la problématique des émotions des robots va poser également la problématique de la responsabilité de l'homme envers le robot. Est-ce que j'aurai le droit de torturer un robot? C'est une question, elle est sur la table. Et donc, comment réagir? Alors, la Corée, qui a été très pionnière, a créé une charte éthique. On se pose la problématique de l'ouverture des algorithmes. Parce qu'aujourd'hui, finalement, un robot sans un algorithme derrière est quand même nettement moins intéressant. Et puis, on se pose la question, évidemment, de créer des assurances. Est-ce que je ne vais pas devoir m'assurer parce que ma voiture qui conduit toute seule a écrasé des piétons? Alors, de toute façon, les voitures, on est déjà obligé de les assurer. Alors, vous voyez un peu, finalement, qu'en plus, ça enclenche la machine économique. Hein, parce que derrière, je peux vous dire que les assureurs, ils sont tout prêts à vous sortir des contrats pour vous assurer. Hein. Alors, au niveau de l'Union européenne, j'étais en train de vous parler, donc c'est un cadre juridique qui est en cours d'élaboration. Il y a des recommandations sur les règles de droit civil sur la robotique, et donc serait considéré comme une personne électronique, et là ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, le robot est-il une personne? Une personne électronique, tout robot qui prend des décisions autonomes de manière intelligente ou qui interagit de manière indépendante avec des tiers. Donc, voilà, c'est une définition qui vient d'être posée. Je vous le disais, c'est un droit prospectif, autrement dit, on regarde l'avenir, et cet avenir, il est forcément lié à la réglementation sur les algorithmes. Je voulais vous livrer ces deux éléments. Donc le 16 février de cette année, 2017, a été adoptée une résolution au Parlement européen qui promulgue des recommandations à la Commission européenne. Et voilà ce qu'il y a dans le préambule. Considérant que depuis la créature de Frankenstein, imaginée par Mary Shelley, au mythe antique de Pygmalion, en passant par le golem de Prague ou le robot de Karel Čapek, inventeur du terme, c'est lui qui a inventé le terme robotique, les humains ont rêvé de construire des machines intelligentes, le plus souvent des androïdes à figure humaine. Ça, c'est aussi un vrai débat, et c'est un vrai débat éthique, qui demanderait peut-être de créer un conseil de l'éthique des robots. Est-ce que les robots doivent avoir forme humaine? Devons-nous faire de l'anthropomorphisme sur les robots? C'est une problématique. Et alors, j'ai noté en particulier le point P, qui, moi, auquel je ne peux pas me résoudre en tant qu'humain, considérant qu'il est possible, en fin de compte, qu'à long terme, l'intelligence artificielle surpasse les capacités intellectuelles de l'être humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va être dépassé par des robots? Personnellement, je suis optimiste, donc je dis que non. Nous avons des ressources, nous allons les développer. Je pense que les robots peuvent être meilleurs que nous dans des environnements contraints. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, le robot a battu le meilleur joueur de Go du monde. Mais je crois que nous, dans des environnements sans contraintes, nous sommes meilleurs qu'eux parce que notre imagination est sans limite. Alors peut-être demain, on devra se poser aussi la question de notre mode de relation. Vous voyez, nous avions « J'élève mon enfant » de Laurence Pernoud. Demain, nous aurons « J'élève mon robot de compagnie ». Et donc, quelle est la responsabilité de l'éducateur qui va éduquer ces robots? La question se pose. Et vous, demain, vous allez peut-être créer des botnets. Vous allez être éleveur de robots. C'est un métier de demain. Éleveur de robots pour les améliorer, pour les soigner. Médecin de robots, vous voyez? Tout un tas de professions qui vont exister. Et donc, demain, tous ces robots, on vous en a parlé tout à l'heure, tous ces robots sont piratables, tous ces robots demain sont des armes, et c'est pour ça que j'ai considéré que ça devait être lié à la préoccupation de la sécurité. Voilà, merci.